Bonjour et bienvenue à la Villa Gilet à Lyon. Donc, je suis heureuse d'ouvrir cette table ronde intitulée Regards croisés 10 ans après les printemps arabes. Donc, je voudrais d'abord remercier la Villa Gilet d'avoir inscrit cette thématique dans le cadre de ce festival parce que ça nous permet de l'aborder non pas par le prisme du politique, qui est généralement celui qui est mobilisé, mais par celui des sociétés et d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Alors, nous avons trois invités qui sont justement des observateurs de ces sociétés et tout particulièrement du moment crucial qu'a constitué les révolutions arabes qui ont profondément bouleversé donc ces sociétés, des observateurs aussi de ce qui s'est passé depuis lors. Et donc je vais les présenter brièvement. Nous avons depuis Tunis, qui a été justement le pays où a débuté donc cette série des révolutions arabes. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Nadia Riari, qui est dessinatrice et qui en janvier 2011 a créé le personnage Perspicace, le chat Perspicace Willis from Tunis, au cœur même de ce moment de la révolution, et qui l'a accompagnée, puisqu'elle a croqué sur le vif au moment de la révolution en Tunisie, donc à travers la personne de ce chat Willis from Tunis, le moment révolutionnaire qui a fait l'objet d'un premier livre, des chroniques. Alors celui-ci c'est le second, qui justement donc après avoir croqué sur le vif le moment des révolutions, fait le point 10 ans après, donc avec ce nouvel ouvrage, Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant, bien heureusement, devrions-nous dire, et qui enregistre effectivement ce qui s'est passé au cours de cette période, avec de certaines déceptions, mais qui garde son humour. Et puis, donc au Liban, pays qui est rentré plus tardivement, seulement en 2019 dans la ronde des révolutions arabes, nous accueillons Camille Amoun, qui est l'auteur d'un premier roman remarqué qui est sorti donc en 2019, qui s'appelle Ougarit, et qui est plus récemment l'auteur d'un petit ouvrage qui est sorti en 2020 et qui, à travers une grande balade urbaine dans Beyrouth, est l'occasion donc d'évoquer ce soulèvement d'une population, la population du Liban, habituellement plutôt clivée, et qui cette fois-ci donc s'est rassemblée pour descendre dans la rue et pour vilipender donc ce pouvoir politique incapable et corrompu. Et puis à côté de moi donc François Beaune, qui est aussi un observateur, alors qui est un écrivain français, familier de Lyon, mais qui est surtout familier du pourtour de la Méditerranée, et qui depuis fort longtemps déjà sur ce pourtour de la Méditerranée glane des histoires vraies, puisées auprès de gens ordinaires, pour raconter ce monde contemporain. Donc un certain nombre de ces histoires vraies ont été publiées en ouvrage, en particulier La Lune dans le Puits. Ça se continue aussi sur un site internet qui s'appelle Histoire vraie de la Méditerranée. Et puis plus récemment, donc toujours sur le même principe de l'histoire, des histoires racontées, c'est autour cette fois-ci d'un sujet ciblé, celui de la famille, qu'il a construit un autre ouvrage, La famille, 77 positions, et l'esprit de famille, 77 positions libanaises. Voilà, pardon. Et donc tous les trois, s'ils sont là aussi, c'est parce qu'ils sont rassemblés autour d'un projet qui est initié aussi par la Villa Gilet, et qui s'appelle Écoute croisée, pour le coup, qui vise en fait à rassembler la parole de jeunes de 15 à 25 ans, avec la complicité donc de différents artistes et écrivains français ou de la région, qui vise donc à
inscrire, à fabriquer des podcasts en recueillant la parole de ces jeunes et qui donc sera diffusé donc dans la web radio de la Villa Gilet. Alors pour l'heure, seule la balade sonore a été réalisée autour de Nadia en Tunisie, mais donc très prochainement, en juin, donc Camille Hamon et ensuite François également vont poursuivre donc pour faire ces balades sonores à Beyrouth. Et ensuite, donc, il y aura aussi dans deux autres villes du monde arabe, Rabat et Alger, le même type d'expérience. Donc voilà pour une présentation de nos invités. Alors d'abord peut-être Nadia, justement, puisque cette expérience d'écoute croisée a déjà eu lieu à Tunis, est-ce que vous pouvez nous évoquer en fin de compte cette expérience que vous avez menée autour de l'idée de liberté d'expression, je crois, et voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette expérience. Bonjour. Cette expérience, mais j'ai trouvé l'idée géniale déjà dans un premier temps de donner la parole à des personnes qui n'ont pas forcément toujours. Et j'ai choisi des personnes que je connaissais, avec qui j'ai collaboré dans le travail, avec qui j'ai exposé. Je voulais j'avais vraiment la curiosité de connaître leur bilan déjà des 10 ans et leur actualité et savoir avoir une idée un peu plus claire de leur parcours, parce qu'on ne se voyait pas forcément très souvent. Et j'ai choisi des artistes, dont deux peintres et une journaliste spécialisée dans les arts et la culture et une dessinatrice de presse. Parmi donc, les artistes peintres, il y a Fehim El Mejri, qui est un peintre qui est professeur aussi aux Beaux-Arts à Naples et qui a son atelier à Naples aussi, mais qui expose un peu partout dans le monde maintenant. Et en fait, je l'ai rencontré il y a très longtemps, c'était en 2010, 2009, 2010. J'avais vu ces toiles exposées lors d'une expo collective et je l'avais contacté parce que moi, à l'époque, j'avais une petite galerie d'art qui était une sorte de plateforme pour les jeunes artistes qui n'avaient jamais exposé, qui n'avaient jamais fait d'expo perso. Et à l'époque, j'enseignais aux Beaux-Arts de Tunis, donc j'avais la possibilité de connaître plein de jeunes artistes et de découvrir des talents. Et Femel est venu me voir à la galerie une fois en me disant, voilà, je te dis clairement, j'ai proposé mon travail, j'ai toute une série de toiles, toute une expo enfin, j'ai une expo toute prête, quoi, mais les différentes galeries de renommée à Tunis n'en veulent pas parce qu'ils trouvent ça trop osé. Il ne faut pas oublier, on était en 2010, c'était avant le départ de Ben Ali, on vivait quand même sous cette chape de plomb de la censure. Et malgré tout, dans nos expositions, en tout cas dans les expositions que j'organisais, les artistes, je voyais critiquer le pouvoir en place, ou en tout cas le système, mais par le biais de métaphores, par des sous-entendus, par des moyens vraiment détournés pour pouvoir dire les choses. Et il y avait quand même un engagement, il était engagé, et les autres galeries ne souhaitaient pas l'exposer parce qu'il y avait trop de sexe masculin en érection dans ces toiles. Donc, moi, je dis, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, on va exposer ça dans ma galerie. On verra bien ce qui va se passer. De toute façon, on avait la présence de la police politique à chaque vernissage. Ils étaient là. Mais ce qui les intéressait, ce n'était pas forcément ce qui était accroché au mur, mais plutôt les personnes qui étaient présentes au vernissage, qui parlaient avec qui et de quoi en parler. Donc, et on s'est dit, au pire, bon, ben voilà, on nous fermera la galerie, on nous cassera la vitrine. Je ne pense pas que ça ira plus loin. Je me suis renseignée auprès des autres galeristes pour voir ce qu'ils avaient subi de pire. Mais bon, ils m'ont dit que bon, voilà. Et l'expo a super bien marché malgré un peu nos craintes. Et le public était à fond. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un tremplin et il a tout de suite pu exposer dans d'autres galeries. Mais là, il va exposer cette année en septembre au Musée d'art contemporain de Lyon, une exposition personnelle, donc il a un parcours génial. Et je suis allée le voir pour son expo perso à Tunis, à la galerie B7L9, qui est à Halazr, qui est dans la banlieue nord de Tunis, et qui a un énorme espace. Et il fait son expo qui s'appelait States of Exception. Et on est allé sur place l'interviewer, comprendre un peu son boulot
en ce moment, mais aussi son parcours et puis les difficultés aussi en tant qu'artiste, que ce soit en Tunisie, mais aussi ailleurs, et puis aussi avec cette crise sanitaire qui est un peu voilà, bloqué le monde culturel et artistique. Mais j'ai rencontré un autre profil comme celui de Mohamed Ben Slema, qui est un peintre aussi, et que je connais depuis très longtemps, et qui a une sorte de bestiaire assez étrange. J'adore sa peinture et j'adore aussi la personne. Et c'est un autodidacte, il n'a pas du tout étudié, ni aux Beaux-Arts, ni rien. Il a toujours peint, et il est aussi, il a eu aussi la possibilité d'exposer un peu partout. Il est assez connu, et j'ai voulu surtout l'interroger par rapport à une expérience qu'on a vécue tous les deux et bien d'autres artistes. En 2012, il y avait une énorme expo collective. En fait, toutes les galeries d'art de Tunis se sont rassemblées comme une sorte de foire d'art contemporain. On exposait chacun nos artistes. Moi, c'était plutôt des graffeurs et des graphistes. Et lui exposait dans une autre galerie. Et on a eu des soucis avec le pouvoir en place à ce moment-là, qui nous a envoyé un huissier notaire pour nous demander de décrocher les toiles qui ne leur convenaient pas. On a refusé, bien sûr, mais ils sont revenus avec des gros bras. Et il y a eu, la nuit, lorsque la galerie a fermé, ils sont venus détruire des œuvres, mettre le feu. Enfin bon, ça a été assez catastrophique. Et Mohamed Meslem a été parmi les artistes les plus en danger. Et, et le ministre de la Culture de l'époque a porté plainte non seulement contre les organisateurs de l'exposition, mais aussi contre les artistes, dont Mohamed Meslem. Il l'accusait il faut que je retrouve les chefs d'inculpation, il est trouble à l'ordre public. Alors ça, c'est la loi fourre-tout, hein. Dès qu'on dérange, c'est trouble à l'ordre public, ou trouble au désordre public plutôt à l'époque, et pour atteinte au sacré. Voilà, donc on était en plus en pleine rédaction de la Constitution, et ce sujet justement de la criminalisation de l'atteinte au sacré faisait l'actualité, et ils ont trouvé le bon bouc émissaire pour faire passer justement cet article. Et donc, voilà, on a discuté de ça, et il nous a parlé de cette expérience, et il nous a parlé d'aujourd'hui, où est-ce qu'il en était, et puis voilà, de la difficulté d'être artiste lui aussi à son niveau, et surtout avec cette image sulfureuse qu'il porte avec lui, sachant que quand même sa famille a été attaquée, hein, à l'époque de l'expo. Les salafistes ont tenté par deux fois à mettre le feu de la maison de ses parents. Et ensuite, j'ai aussi interviewé une journaliste qui s'appelle Hege Boujama, qui avait une rubrique, enfin une émission, pardon, qui s'intitulait Le Journal des Arts, sur une radio qui s'appelle MISC. Et elle, bon, elle a une grande connaissance du monde culturel et artistique, tous les niveaux, que ce soit cinéma, la musique, et qui a pu nous donner un peu son avis sur l'évolution de l'art à partir de 2011, avec cette liberté d'expression enfin acquise, et comment ça a évolué tout ça avec les différentes attaques qu'il y a eu vis-à-vis du monde culturel. Et enfin, j'ai rencontré une copine, hein, maintenant, c'est Dlog, Nedia Vahab, qui est dessinatrice de presse comme moi, et qui a démarré en 2012, je crois, qui a commencé à publier ses dessins. Et on avait découvert avec des amis avec qui on avait créé un site qui s'appelait yakayaka.org. Il n'existe plus aujourd'hui, mais c'était une plateforme d'expression libre pour tous les artistes, et, que ce soit dans le dessin, dans la bande dessinée, dans les textes, dans la musique, la vidéo. Et on était là, on faisait une publication une fois par semaine comme un journal, et on parlait de tous les sujets qui nous tenaient à cœur à ce moment-là. Et donc, on lui a proposé d'intégrer l'équipe et de publier aussi ses dessins. Et elle continue encore aujourd'hui à faire du dessin de presse, mais aussi de la bande dessinée. Elle a fait partie d'un collectif qui s'appelle le Lab 619, qui regroupe donc des scénaristes et des dessinateurs de bande dessinée, et qui ont créé donc un magazine qui existe encore aujourd'hui. Donc, elle aussi nous a parlé d'une manière un peu plus spécifique de l'actualité. Quand on est dessinateur de presse, on est au courant de l'actu, de tout ce qui se passe. Donc, elle nous a donné un autre regard un peu plus incisif sur ce qui se passe, mais bien sûr dans la dérision et dans l'humour. Voilà un peu le type de personnage, et j'espère que ça va donner quelque chose de sympa. Oui, j'en suis sûre. Et puis, mais du coup, effectivement, 10 ans après, c'est toujours pas évident de s'exprimer de façon artistique en Tunisie comme on aurait pu l'espérer, je pense.
Ah oui, oui, c'est compliqué parce que bon, sans parler de l'aspect de la censure ou quoi, rien qu'au niveau économique, en plus avec cette crise sanitaire, ça a vraiment été une sorte de révélateur de tous les problèmes déjà existants et qui se sont amplifiés. Donc les artistes rament pas mal, mais aussi par rapport aussi à la censure qui est quand même, elle n'est pas présente d'une manière évidente comme à l'époque de Ben Ali, mais les gens, en tout cas aujourd'hui, n'osent plus s'exprimer de manière aussi libre qu'avant. Merci. Donc, je me tourne maintenant vers Camille Hamoun et donc vers le Liban. La Tunisie a été le pays qui a donné le coup d'envoi de ces révolutions arabes en 2011 et quand près d'une décennie après, on commençait à en faire un bilan un peu mitigé, ben, on a assisté à une seconde vague au cours de l'année 2019 de ces révolutions arabes au Soudan, en Algérie avec le Hirak et puis évidemment au Liban. Donc Camille, je voulais vous demander donc de revenir, de resituer finalement ce moment libanais dans la temporalité en fait des révolutions arabes, mais aussi par rapport surtout à l'histoire propre de ce pays et en somme donc pourquoi et comment le Liban s'est soulevé donc en cet automne 2019. Oui, 2019, pardon. Oui, merci Sylvia, bonjour à tous. Alors effectivement, vous l'avez dit dans votre introduction, la société libanaise est généralement très clivée et c'est ce qui a retardé peut-être un peu cette éruption de la colère, une éruption horizontale de la colère des Libanais en tant que citoyens qui a eu lieu en 2019. Mais il y a eu un précédent en fait, et c'était en 2015. Suite à la crise des déchets. Donc en 2015, il y a eu une crise des déchets importante. Une des principales ou la principale décharge du Liban a été fermée et les déchets se sont retrouvés dans la rue. Et donc pour la première fois, il y a eu des manifestations de ce genre avant pour des questions environnementales et des questions vraiment horizontales, mais c'est la première fois que les Libanais en 2015 descendaient en masse dans la rue pour contester l'échec de la classe politique libanaise à gérer le pays de manière évidente parce que les déchets étaient dans la rue, ils pourrissaient et on les brûlait à tous les coins de rue. Et donc, depuis 2015, après 2015, la société civile qui était déjà existante au Liban et qui était bouillonnante, a commencé à se structurer en partis politiques, en se présentant de manière de plus en plus organisée à différentes échéances électorales. Et ce mouvement, disons, a atteint une certaine maturité durant le moment révolutionnaire d'octobre 2019 qui a duré quelques mois. Donc c'est un moment révolutionnaire, c'est une révolution. On discute beaucoup le mot révolution. C'est une révolution parce qu'une révolution, c'est un moment où la population décide de descendre dans la rue pour en finir avec sa classe politique traditionnelle. Et c'est ce qui s'est passé en octobre 2019. On a parlé de révolution avant. Il n'y a pas eu vraiment de mouvement en 2011, à l'époque du début des printemps arabes en Tunisie, Égypte, etc., Libye. Mais en 2005, il y a eu un grand mouvement populaire qu'on a appelé la révolution du Cèdre, mais qui, pour des penseurs comme notamment Samir Assir, n'était pas une révolution, c'était un mouvement souverainiste, un mouvement qui s'est opposé à l'influence étrangère au Liban, et notamment l'influence et la présence syrienne au Liban. Et c'est un mouvement qui ne s'est pas retourné contre sa classe politique à ce moment-là. Il n'a commencé à se retourner contre sa classe politique que quand la crise des déchets s'est manifestée dans les rues et que les gens sont descendus de manière massive contre l'échec qui, à ce moment-là, était vraiment devenu tangible de la classe politique à gouverner et à gérer ce pays. Et c'est là qu'on a réalisé que l'échec était collectif. C'est un échec collectif et c'est là qu'est né le fameux slogan qui a été repris ensuite à part octobre 2019. Donc en 2015, ce slogan « Kellon yani kellon », tous veut dire tous. Et donc on s'adressait à cette classe politique de manière collective, cette oligarchie politique de manière collective en la critiquant pour son échec à gérer le pays.
Et donc, comme vous avez saisi en fait ce moment à travers une balade urbaine, et justement, il y a quand même une sorte de culture visuelle de ces révolutions arabes, hein. L'occupation des places a beaucoup compté, et puis finalement, il y a une sorte de duplication, hein, dans chaque exemple. Alors, est-ce que vous pouvez nous évoquer un peu visuellement, justement, pour un homme qui connaît intimement la ville, ce que justement ce type de révolution fait à la ville? Oui, alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre Octobre Liban, c'est de mettre en texte une rue beyroutine pour essayer de montrer deux choses. La première, c'est la manière dont les gens se sont réappropriés des espaces publics qui avaient été désertés, et notamment le centre-ville de Beyrouth, mais beaucoup d'autres lieux publics dans l'entièreté du pays. Et c'est ce qui faisait l'originalité d'Octobre 2019 aussi. C'est une révolution, un mouvement qui s'est produit dans toutes les régions du pays, dans toutes les villes du pays. Donc deux choses, je disais, pour Octobre Liban. La manière dont les gens se sont réappropriés la ville, se sont réappropriés les centres, les places, les rues, y ont ramené la vie, et notamment dans le centre-ville de Beyrouth qui a été, oui, certes, détruit pendant la guerre civile de 75-90, mais pas rasé. Il a uniquement été rasé en 90 par son entreprise de reconstruction. Et l'autre élément que j'ai essayé de faire ressortir dans cette marche, c'est la manière dont la corruption s'inscrit dans le paysage urbain, et notamment dans cette rue particulière qui est une phrase urbaine qui raconte vraiment à travers une série d'étapes, une quinzaine en tout, qui raconte donc à travers cette série d'étapes la manière où chaque étape, disons, raconte un des aspects de ce brillant système corrompu qui a conduit le Liban à la crise et en fait à sa perte aujourd'hui, à la crise dans laquelle le Liban est aujourd'hui et dans cette impasse dans laquelle il est enfermé. Et la première, juste pour revenir liée à la première question, la première, donc cette marche, on l'a fait, le lecteur et le narrateur la font de la périphérie nord-est de Beyrouth vers le centre. Elle commence donc avec cette première étape qui est cette grande décharge qui a transformé la ligne de côte beyroutine et qui est le résultat de la crise des déchets de 2015, et se termine après une série d'étapes en plein centre-ville, au pied du Grand Sérail, qui est le siège du gouvernement, et que la révolution n'a pas encore réussi à transformer et à prendre. Merci. Et du coup, ces révolutions arabes, effectivement, elles ont, par cette visibilité, beaucoup de l'occupation des places, entre autres, révélé en fait des sociétés arabes jeunes, dynamiques, imaginatives, engagées, etc. Mais toutefois, ces sociétés oscillent en fait entre cette aspiration sans doute à plus de liberté, à plus d'autonomie, mais aussi à la dépendance au carcan ancien qui les contraint. Et parmi eux, la question de la famille, qui est celle qui justement est abordée donc par François Beaune. Et donc je voulais vous demander comment vous avez été amené à vous intéresser à cette histoire, à cette question de la famille en Méditerranée, et voilà un petit peu le parcours de cette expérience autour de la famille. Oui, j'ai été invité par l'association, entre autres, de Camille, Beit El Kotab, la Maison internationale des écrivains de Beyrouth, en résidence en 2016, à passer 2 mois environ. Et je suis pas resté que à Beyrouth, je suis allé dans différentes villes du Liban pour collecter des histoires vraies. J'avais pas de thème particulier, c'était toujours cette même collecte où je posais toujours la même question. Parmi le récit de votre vie, quelle serait cette histoire que vous avez envie de partager avec le reste du monde? Et il se trouve que les 3/4 de ces histoires concernaient de près ou de loin la famille. Et cette famille que j'avais pas, moi, en tant que Français, cernée peut-être à la bonne échelle. C'est-à-dire cette famille qu'on appelle en arabe El Beit. El Beit, c'est la grande famille. C'est la famille avec sa clientèle. C'est la famille avec son évergétisme. C'est la famille qui peut recouper... c'est la famille de la tribu ou du clan. C'est la même famille qui a s'opposé
c'est l'oikos grec qui s'opposait à l'État grec à l'époque du premier État athénien, ou ensuite de la domus romaine qui s'opposait aussi à l'État romain. C'est cette échelle politique que, en tant que Français, j'avais pas bien compris, mais qui continue à fonctionner, qui continue à vivre tout autour de la Méditerranée, que ce soit, et d'ailleurs ça ne recoupe pas forcément des réalités religieuses, hein, puisque finalement on le voit très bien au Liban, c'est quelque chose de très frappant au Liban, c'est que les problèmes fondamentaux ne sont pas vraiment religieux, mais on retrouve les mêmes problématiques au niveau des individus, que ce soit chez les chiites, chez les sunnites, chez les druzes, chez les chrétiens maronites ou les grecs orthodoxes, voilà, il y a 18 communautés au Liban, et disons une chose qui m'est apparue, en tout cas, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'esprit de famille, 77 positions libanaises, qui est une sorte de Kama-sutra familial, mais correct, qui raconte en fait des blocages sociétaux liés à comment aussi on est d'abord et avant tout au Liban, parce que l'État ne fonctionne pas, ou fonctionne tellement mal que l'individu a beaucoup plus intérêt à regarder vers le zaïm, le chef de famille, que de regarder vers l'État quand il a besoin d'aide. Et donc, s'il a envie d'éduquer ses enfants, s'il a envie d'avoir accès à des soins, eh bien, ça va passer plus par le lien familial que par le lien étatique. Et c'est aussi, et on a tendance à l'oublier en France et dans d'autres pays où l'État fonctionne, même s'il est mis à mal depuis un certain nombre de gouvernements par des décisions qui vont à l'encontre du bien commun, mais on continue à avoir la chance d'avoir un État qui fonctionne en France. Et on le voit très bien quand on est au Liban, quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas les infrastructures, quand l'eau potable n'arrive pas au robinet, quand il n'y a pas une justice qui fonctionne, eh bien, on se tourne vers la famille qui a toujours été rivale de cette autre échelle politique qu'est l'État. Et donc, moi, de découvrir cette échelle politique qui continue de fonctionner, j'ai voulu en parler parce que ça ne me semblait pas évident et voilà. Et ça permet de comprendre aussi que la structure traditionnelle patriarcale, cette famille avec sa clientèle, eh bien, continue de fonctionner quand l'État est faible et au détriment, moi, il me semble, de la liberté de l'individu tel que on peut aspirer à ce qu'elle existe. Et je viens de découvrir ton livre, Camille, et je voulais juste lire le début. La source de tous les maux, ça c'est le titre. Demain est mort. La crise est telle qu'il n'est plus question de planifier l'avenir. Il faut d'abord recréer le présent. Le système est en crise. Nous dit-on, il faut le réformer. Non. Le système, c'est la crise. Et il faut en changer radicalement. Et le système, c'est aussi, moi il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais parce qu'on le retrouve très bien ce système quand Nadia, elle parle de la corruption, elle parle du clientélisme, donc elle parle du système familial qui privilégie les siens plutôt que de faire en sorte que les individus aient les mêmes chances. Hein. C'est toujours cette rivalité qu'il y a entre la famille et l'État qu'on retrouve entre l'individu et sa famille. Et ce système qu'il faut changer, c'est toute une organisation sociale, parce que la politique, elle n'est pas qu'au niveau de l'État, elle n'est pas qu'au niveau d'une municipalité, elle est d'abord et avant tout, quand l'État ne fonctionne pas, il me semble, moi c'est ce que j'ai découvert, au niveau de la famille. Et alors justement, pour faire rebondir sans doute Camille et Nadia sur cette question, que ce soit dans le petit ouvrage de Camille ou dans certaines remarques un peu décapantes de Willis from Tunis, on a évidemment ces petites ouvertures hein, sur la famille. Alors au sens effectivement
clientéliste qui est lié aux politiques, mais aussi du point de vue du patriarcat, hein, dont on a déjà prononcé le nom à plusieurs reprises. Et je pense en particulier effectivement à des allusions que vous faites l'un et l'autre, hein, au code de statut personnel qui régit ces questions, alors de façon à la fois un peu similaire dans les deux cas, mais aussi assez différente, hein, puisque évidemment au Liban, il y a la question du multiconfessionnalisme qui entre en ligne de compte. Donc je voulais savoir si vous pouviez dire l'un et l'autre justement quelques mots sur cette question du code du statut personnel, qui est quelque chose évidemment d'un peu particulier, de la même façon que la famille apparaît un peu, enfin une structure différente de ce que nous on connaît. Et là aussi on a affaire, je pense, à des différences assez importantes qu'il est peut-être intéressant d'éclairer en quelques mots. Camille, peut-être pour rebondir directement sur le cas du Liban ou avant de... Oui, alors la loi sur le statut personnel en particulier au Liban a été aussi un des sujets qui a été très abordé et qui est abordé depuis longtemps par beaucoup de penseurs au Liban voilà. Mais pendant la révolution d'octobre, c'est un sujet qui est revenu. Il y a eu un grand mouvement féministe d'ailleurs. Il faut noter, comme vous le disiez, Sylvia et François aussi, le communautarisme au Liban implique un certain nombre de communautés et il faut savoir que le statut personnel au Liban est géré au niveau communautaire. Donc l'héritage, le mariage, tout ce qui est lié à la personne est géré au niveau communautaire. Donc dans des situations similaires, je simplifie, dans des situations similaires, deux citoyens libanais pourraient être traités ou jugés de manière différente. Et la plupart du temps, dans la plupart de ces statuts personnels, la plupart du temps en défaveur de la femme. Donc le fait qu'il y ait plusieurs lois sur le statut personnel aussi interdit l'émergence, c'est une des raisons qui interdit l'émergence d'un citoyen au Liban qui serait, où tous les Libanais seraient égaux devant une loi unique. Ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Donc la loi personnelle est une loi qui divise. Suivant l'appartenance communautaire, je dirais même l'appartenance communautaire de manière administrative, et le genre. Voilà. Merci. Nadia, donc dans le cas de la Tunisie aussi, la question du code du statut personnel a été évidemment, dans le cadre de la révolution, la période post-révolutionnaire, discutée. Le code du statut personnel, c'est une série de lois qui ont été promulguées par Bourguiba dans la foulée de l'indépendance, et donc c'est un texte qui est un peu poussiéreux, quoi, et qu'on aimerait actualiser, parce que bon, pour l'époque, c'était absolument génial pour les femmes, hein, interdiction de la polygamie, ils ont régi justement le divorce. Donc, c'était sécurisant pour les femmes à ce moment-là. Mais vu que ça n'a pas forcément évolué depuis et que dans ce code de statut personnel, il y a encore l'homme est toujours le chef de famille et il existe toujours la dot. Et la dot, c'est quand même l'achat d'un acte sexuel, quoi. C'est que ça. Donc, il y a encore des choses à améliorer par rapport à ce code du statut personnel. C'est vrai qu'on le fait chaque année, c'est très très bien, mais il va falloir l'actualiser et télécharger la nouvelle version parce que il se fait un peu tard. Là, on est en 2021, il faut avancer. Merci. Et donc effectivement, quand on se penche 10 ans après sur les révolutions arabes, donc là on l'a vu dans ce moment d'anniversaire, c'est souvent des constats d'échec malheureusement qui sont dressés. Et bien, je voudrais qu'on termine finalement chacun peut-être par une petite note d'optimisme et d'essayer de se projeter, dans un avenir meilleur. Alors peut-être François, justement par rapport à l'expérience. Je peux tenter. Voilà, parce que du coup c'est le contact avec la société, finalement, est-ce que c'est pas ça qui permet justement de voir les choses de façon plus optimiste ? Alors, peut-être pour revenir sur ce que disait Nadia au début, c'est toujours cette censure qui existe, hein, mais il me semble que si on regarde ça du point de vue des autres pays limitrophes, que ce soit là par exemple le Maroc ou l'Algérie ou du Machrek, quand même, la liberté de parole depuis 10 ans qu'il peut y avoir en Tunisie est très très grande.
Et il y a une vraie libération de la parole, même qui n'induit pas forcément, un peu comme ce qu'on connaissait à la fin des années 80 en Algérie. C'est pas parce qu'ils avaient une presse libre que ça induisait le fait que ça change réellement la société. Mais quand même, il y a une liberté de parole. Moi, je me souviens en 2017 d'avoir découvert, je pense pendant les journées de Carthage, un documentaire qui s'appelle Subutex. J'ai jamais vu un truc aussi trash en France. Ça n'aurait même pas pu passer en France, tellement c'était l'histoire de une histoire d'amour homosexuel de deux jeunes sous Subutex, dans les quartiers populaires de Tunis, à Babsouika, je crois. C'était impressionnant, la liberté de ton de ce documentaire. J'avais été vraiment étonné que ça puisse exister. Et je pense quand même, alors peut-être que Nadia me corrigera, hein, parce que ça fait quand même 2-3 ans que je ne suis pas retourné à Tunis, mais oui, qu'il y a eu une liberté, que les gens prennent la parole, qu'il y a des débats à la télévision sur des problèmes de société, que des choses en tout cas au niveau du discours, se débrident. Et c'est et pourtant la récession économique et donc l'impossibilité de mettre en place un État qui fonctionne assez bien pour justement que ensuite il y ait cette libération. Parce que la libération sexuelle sans État, faire mai 68 sans un État, à mon avis, c'est très très compliqué. Nadia, la situation sur place? Oui, bon, faut pas me demander de l'optimisme. Je suis pas quelqu'un d'optimiste. Moi, je fais du dessin de presse, je me tiens au courant de l'actualité dans le monde entier, donc c'est difficile de trouver de l'espoir, mais on va le trouver. Non, moi, l'aspect positif, forcément, c'est cette liberté d'expression et c'est génial qu'on l'ait. Moi, c'est une révolution dans ma vie. Du jour au lendemain, enfin voilà, j'ai pu enfin faire ce que je rêvais de faire, le dessin de presse, critiquer le pouvoir en place, pouvoir remettre en question l'ordre établi, pouvoir peut-être faire bouger les choses. En militant, en étant activiste à travers les dessins, en faisant des campagnes de soutien, des campagnes de sensibilisation, faire des ateliers, aller vers les autres. Ça, c'était impossible. La liberté d'association n'existait pas, de manifester n'existait pas. Donc, il y a tellement de bonnes choses. Oui, c'est vrai. Maintenant, effectivement, la situation aujourd'hui, moi, mon rêve, ce serait que je deviendrai optimiste le jour où nos dirigeants arrêteront de vendre le pays au FMI, à la Banque mondiale et qu'on dissoudra l'Assemblée. Là, je serai optimiste, mais pour le moment. Merci. Et pour finir, donc Camille, suite à une révolution plus jeune comme celle du Liban, qui a eu lieu donc il y a 2 ans maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer, enfin, qu'est-ce qui se construit en fait dans ce Liban d'après 2019? Alors au Liban aussi, c'est très difficile aujourd'hui d'être optimiste compte tenu de la crise sans nom dans laquelle le Liban est. C'est une crise protéiforme, c'est une crise politique existentielle, une crise économique, une crise financière à laquelle est venue s'ajouter cette explosion du 4 août qui est l'aboutissement de la corruption du système et de son incapacité à assurer la sécurité et le minimum de services publics à la population libanaise. Puisque je vais revenir au Liban, mais puisqu'on est là pour l'anniversaire des 10 ans des printemps arabes, il y a aussi, François, je crois, parlé de pays limitrophes, ce qui se passe en Syrie, cette guerre atroce, ce printemps arabe qui s'est transformé en massacre. Hier, il y a eu ou hier avant-hier, la réélection de manière complètement absurde de Bachar el-Assad à la présidence. Et donc, ça ne donne aucune raison d'être, disons, optimiste dans la région. Par contre, quelque chose qui est indiscutable et qu'on voit depuis 2015 et qui en 2019 a vraiment, il y a eu un vrai changement, c'est le bouillonnement de la société civile libanaise qui se structure. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il y a une réelle opposition extra-parlementaire au Liban, qui est en train de se constituer en plateforme, qui est en train de tâtonner, c'est vrai, qui fait des erreurs, c'est vrai, mais qui se construit, qui est complexe, qui est diverse, et c'est normal qu'il y ait cette diversité dans cette opposition extra-parlementaire, parce que la démocratie n'est pas au Parlement, elle est en dehors du Parlement. Et quand la démocratie est en dehors du Parlement, c'est normal qu'on ait un spectre
immense de partis politiques, d'organisations, d'individus qui représentent vraiment de toutes sortes d'idées, d'idéologies, de conceptions et de projets qui sont difficilement conciliables. Et donc, le bon côté, c'est que cette société civile, cette opposition citoyenne est en train de se structurer en parti politique, est en train de devenir politique. Et il faut espérer qu'aux prochaines élections législatives en 2022, elle sache, faute de faire des alliances politiques, et ce n'est peut-être pas souhaitable qu'il y ait des alliances politiques, qu'il y ait au moins des alliances électorales pour que cette opposition extra-parlementaire réussisse à percer et à faire rentrer la démocratie au Parlement. Bien, merci beaucoup. Donc, on finit quand même sur une touche d'espérance. Donc, je vous remercie tous les trois. Bonne chance pour la suite d'écoute croisée. Et puis, merci au public. Et puis, je l'invite à poursuivre la discussion pour ceux qui le souhaitent à la bibliothèque. On va se retrouver tout de suite. Merci encore à tous et merci encore à la Villa Gilet de nous avoir donné l'occasion de cet entretien.